voulez savoir sur les activités développées par l'homme dans un milieu biologique et socio-économique donné. La main verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement. Ici, nous sommes dans un bureau de développement avec vous. On va découvrir ce qui se cache ici, ce que beaucoup de gens ignorent. Alors, sans plus tarder, nous sommes avec l'inspecteur qui va échanger sur ce qui concerne les développements. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur l'inspecteur, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Alphonse Massamba. Je suis inspecteur du développement rural du territoire d'Mbanza. Alors, monsieur l'inspecteur, on peut savoir quels sont les objectifs de votre bureau de développement? Donc, nous avons 3 composantes ou bien attributions. La première composante ou bien attribution, c'est l'organisation du monde rural en association autogestionnaire. Donc, nous sommes là à organiser le monde rural, que ce soit le monde urbain, en association. Ça, c'est le premier objectif de notre service. Le deuxième, c'est l'inventaire et la réhabilitation des infrastructures communautaires de base. Si je parle ici des inventaires et réhabilitation des infrastructures communautaires de base, je fais allusion ici aux routes de dessert agricole, aux marchés ruraux, entrepôts, aménagement de points d'eau, sources, marchés ruraux. C'est ça qu'on appelle les réhabilitations. Inventaire, tout d'abord, on doit inventorier et puis après réhabiliter les infrastructures communautaires de base. Là-dedans aussi, il faut ajouter les écoles et les centres de santé. C'est l'apanage du développement rural. Et la dernière composante, c'est l'amélioration de l'outil de production. Donc, on est censé d'améliorer l'outil de production. Au lieu de travailler avec la houe, la bâchette et tout ça, nous sommes obligés de travailler dans le monde rural avec la traction animale ou alors l'écriture motorisée. Donc, c'est-à-dire avec les tracteurs, tout ça, c'est ça qu'on appelle l'amélioration de l'outil de production. Alors, quelle méthodologie utilisez-vous pour les projets? Pour les projets, nous n'avons pas de méthodologie à utiliser, c'est-à-dire quand les projets viennent, nous sommes là à faire le suivi de ces projets ou alors nous travaillons en étroite collaboration avec ces projets. Et ce sont des projets de l'État, soit ce sont des projets des ONGD ou bien des projets qui travaillent en étroite collaboration avec l'État. Et nous sommes là à faire le suivi des projets des projets de l'État pour voir qu'est-ce qu'ils font exactement au niveau du monde rural. Alors, on voulait savoir la différence entre une association, un ONGD et une coopérative. C'est quoi la différence? Il n'y a pas vraiment une grande différence significative, mais néanmoins, ce qu'il faut retenir que l'association, tout d'abord, une association, c'est un groupe de gens qui vivent ensemble dans une communauté donnée et qui ont les mêmes problèmes. Ces gens-là qui vivent dans un endroit donné, ils ont des problèmes communs, ils vont se mettre en groupe, c'est ça qu'on appelle association. OK? Les ONGD aussi, c'est pratiquement la même chose. C'est un groupe de gens qui vivent dans un milieu donné, qui se connaissent et qui ont des problèmes communs à résoudre. Et puis, les coopératives aussi, une coopérative, c'est à peu près la même chose. Mais la nuance se situe entre association et ONGD. L'association, c'est une petite structure qui est constituée par rapport à la loi 004. Donc, c'est-à-dire il faut que vous soyez à 7 pour constituer une association. À partir de 7 personnes, vous pouvez constituer une association. L'ONGD aussi, c'est pareil. Tout comme aussi la coopérative, c'est pareil. Mais dans une association, comme c'est une petite structure, il y a un problème des organes. Dans une association donnée, il y a 3 organes. Le premier organe, c'est l'Assemblée générale. Le deuxième organe, c'est le comité directeur. Et puis le troisième organe, c'est
les COCO. C'est lui qui est chargé du contrôle. Tandis que dans une ONGD comme c'est le méga structure, donc on peut trouver 4 organes. Il y a l'Assemblée générale, il y a les conseils d'administration, il y a les comités de gestion et parfois la commission de contrôle, ce qu'on appelle le COCO. Et tout comme dans une coopérative. Mais dans une association, dans une ONGD par rapport au fonctionnement, avant d'être membre, il faut libérer ce qu'on appelle des cotisations. Donc les droits d'adhésion et puis peut-être il y a aussi des cotisations mensuelles. Par rapport à la coopérative, il y a les droits d'adhésion, mais il y a aussi la part sociale. Une coopérative n'est pas une association. Une coopérative, c'est une entreprise qui doit faire des bénéfices. Tandis que l'association, dans une association, il n'y a pas de bénéfices à faire. Les gens se sont retrouvés pour résoudre un problème donné. Peut-être un problème à la fin de l'année. Ils ont un problème là d'achat de nourriture, d'habillement pour des enfants. Ils peuvent se cotiser et puis à la fin de l'année, on se retrouve et puis... Ou alors ils ont un problème pour acquérir, surtout les coopératives, plutôt les associations paysannes. Ils ont un problème pour acquérir le terrain. Là, ils doivent faire le champ, les activités agricoles. Ils n'ont pas de terrain. Ils vont se mettre ensemble pour aller solliciter un lopin de terre et tout le monde se met ensemble et puis on se partage les lopins de terre et pour on exploite ces terrains-là. Le but, c'est pour avoir seulement les terrains et puis chacun de ses membres se débrouille de sa façon. Mais dans une coopérative, il y a la part sociale. Vous devrez débourser la part sociale qui va constituer ce qu'on appelle le capital social à la fin de l'exercice, à la fin de l'année. Arrivé à la fin de l'année, on va se partager les gâteaux, c'est-à-dire il y aura un excédent, on appelle ça excédent favorable. On va se partager l'excédent favorable parce que dans une coopérative, c'est une entreprise qui doit produire et à la fin de l'année, on se partage les intérêts, ce qu'on appelle l'excédent favorable. Mais dans une association paysanne, là, il n'y a pas de choses, ça ne vise pas de but lucratif. Ok, ça ne vise pas des gains matériels. Mais par contre, dans une coopérative, l'objectif visé, c'est d'avoir un bénéfice à la fin parce que c'est une entreprise. Et ceux qui sont là, ils travaillent comme des administrateurs. C'est qui déboursent l'argent, qui donnent des parts sociales, qui constituent ce qu'on appelle capital social, et déboursent de l'argent pour constituer ce qu'on appelle le capital social. Et à la fin de l'année, on se partage les intérêts. Mais au niveau des associations, il n'y a pas d'intérêt à se partager. Voilà la nuance. Et puis, par rapport aux ONGD, l'ONGD, c'est une grande association, c'est-à-dire l'ONGD fait les ponts entre le bailleur de fonds, les donataires, par exemple la Banque mondiale, Banque africaine de développement, les ONGD des droits de l'homme. L'ONGD fait les ponts entre les donataires et puis ceux qui travaillent à la base, c'est-à-dire les associations paysannes ou bien les associations de base qu'on appelle OB ou bien OP. Voilà les nuances qui existent entre les trois structures, associations, ONGD et coopératives. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur, pour l'éclaircissement. On voulait savoir aussi, est-ce que tout le monde est capable de créer une association et quels sont les critères de personnes qui peuvent créer une association? Merci, madame, pour la question. Tout le monde peut créer une association à condition que vous puissiez remplir ce que vous appelez vos critères. Si vous remplissez les trois pour la création d'une association, il n'y a pas de problème. Donc, quelqu'un peut prendre une idée que je vais créer une association, il lui donne l'information, parce que je vous ai dit tantôt que l'association, c'est un groupe de gens qui vivent ensemble et qui ont les mêmes problèmes, et ils veulent résoudre ces problèmes-là. Une fois idée germée, on l'appelle par exemple initiateur. Cet initiateur-là va convoquer une première assemblée générale qu'on appelle assemblée générale constitutive. Il va donner l'information à ses pairs, à ses camarades, à ses voisins pour dire que comme nous avons un problème de route, comme nous avons un problème de champs, comme nous avons un problème d'assainissement, nous allons nous constituer en association. Et ceux qui vont mordre l'idée de l'initiateur vont prendre les engagements et vont constituer ce qu'on appelle l'Assemblée générale constitutive. Et au niveau de l'Assemblée générale constitutive, ils vont élaborer les textes de base.
notamment les statuts et les règlements intérieurs. Une fois adoptés dans une assemblée générale constitutive, une fois les textes de base adoptés, en ce moment-là, ils peuvent venir au niveau du développement rural du territoire de Mbanza-Ngungu et puis nous leur délivrons ce qu'on appelle l'autorisation de fonctionnement et le procès verbal d'état de lieu. Donc tout le monde, femmes, hommes, peut constituer, peut créer une association. Il n'y a pas vraiment d'entrave, il n'y a pas de conditions compliquées pour créer une association, ou bien une coopérative, ou bien une ONGT. Comment gérez-vous une collaboration entre vous et les associations, les ONGD et les coopératives? Non, la collaboration, c'est-à-dire les associations, les ONGD, les coopératives, les ministères de tutelle, c'est le développement rural. Donc nous sommes la tutelle, donc nous sommes le ministère de tutelle pour gérer les coopératives, les associations et les ONGD. Donc nous travaillons en étroite collaboration. Donc ils ne peuvent pas organiser une activité, une assemblée générale sans toutefois nous tenir informés. Ils doivent passer par nous, nous inviter et nous avons aussi des conseils à prodiguer lors des assemblées générales. Nous pouvons aussi recadrer d'autres choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc nous devons travailler en étroite collaboration. On travaille en étroite collaboration avec les ONGD, avec les associations, avec les coopératives, parce que nous sommes les ministères de tutelle de toutes ces organisations. Y a-t-il une possibilité pour qu'un ASBEL devienne un jour un ONGD? Oui, bon, une ASBEL, c'est une association sans but lucratif. Tout comme une ONGD, c'est la même chose. ASBEL, c'est l'ensemble des ONGD, des associations paysannes, des mutualités, c'est ça qu'on appelle les ASBEL. Donc, les associations sans but lucratif. Donc, hormis la coopérative, qui est une entreprise qui cherche le lucre, mais les ASBEL, ce sont des associations, des mutualités, des ONGD, c'est ça qu'on appelle ASBEL dans l'ensemble. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. On va passer à autre chose. Aujourd'hui, le 1er octobre 2024, c'est la journée internationale du café. Est-ce que ici, dans notre territoire de Mbanza-Ngungu, y a-t-il une plantation de café aussi? Bon, nous n'avons pas une plantation de café, moins encore une association bien ONGD qui s'occupe de cette culture-là. Donc, par essence, c'est-à-dire nous sommes dans une zone Mbanza-Ngungu, c'est une zone à vocation maraîchère. Donc les paysans d'ici, les cultivateurs d'ici ils ne mettent pas un accent particulier sur la culture du café. Si vous voulez voir la culture du café, c'est dans le bas fleuve parce que cette culture, c'est une culture ombrophile, c'est-à-dire qui n'aime pas le soleil là. On cultive ça là où il y a des forêts. Donc ici, on n'a pas cette culture-là, cette habitude-là de cultiver les cafés. Donc à ma connaissance, ça c'est ma 25e année depuis que je suis inspecteur ici au développement rural territoire de Mbanza-Ngungu, mais il n'y a pas une association qui travaille par rapport à la culture des cafés, et moins encore des individus. Peut-être à l'époque, j'avais vu une culture des cafés à Kimpangu, c'était en 82-83, mais cette culture n'existe plus dans les territoires de Mbanza-Ngungu. Je ne sais pas ailleurs, mais ici dans les territoires de Mbanza-Ngungu, ils n'ont pas cette habitude-là de faire la culture des cafés. C'est dans le bas fleuve qu'on peut trouver facilement des cultures des cafés. Pour les associations et les églises qui fonctionnent sans votre autorisation, quelles seront leurs conséquences? Bon, tout d'abord, par rapport à la conséquence, c'est-à-dire ne sont pas répertoriés, parce que nous avons un répertoire qui reprend pratiquement tous les aspects, que ce soit les ONGD, les associations, les mutualités,
les églises, tout ça, ce sont des aspects, c'est-à-dire des associations sans but lucratif. Bon, si vous n'avez pas de documents délivrés par le développement rural, c'est-à-dire vous n'êtes pas reconnu et vous n'êtes pas repris dans les répertoires, parce qu'il y a des interventions qui viennent, les organismes du système des Nations Unies, des grandes ONG viennent ici pour appuyer ces associations-là. Mais tant que vous n'avez pas de documents, ça sera un peu difficile qu'on puisse vous appuyer. Et puis, nous ne pouvons pas témoigner, et une association qui n'existe pas, qui n'a pas de documents, nous ne pouvons pas témoigner auprès de ces structures-là que nous avons telle structure. Donc, ils ne sont pas reconnus officiellement par l'État et c'est un peu difficile d'exercer leur métier, leur travail, parce qu'ils ne sont pas reconnus par l'État. Pour qu'ils puissent travailler normalement, ils doivent passer par ici et puis avoir les documents que je viens de citer, l'autorisation de fonctionnement et le procès-verbal d'état de lieu. Tant qu'ils ne passent pas par ici, donc ils ne sont pas obligés, ils sont contraints de ne pas travailler et ils n'auront pas d'appui. Ne seront jamais appuyés par les projets, par les ONGD, plutôt même par le gouvernement. Voilà, merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs, fidèles internautes qui sont en train de nous suivre à ce moment. Nous sommes presque à la fin de notre émission Sous les projecteurs, une très belle émission que vous aimez beaucoup. Alors, sans plus tarder, je sais que ça ne sera pas la dernière fois qu'on se voit avec monsieur l'inspecteur et à échanger avec lui. Mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que la population ngongoise peut retenir de votre travail? Donc, ce que la population peut retenir par rapport au développement rural, donc nous sommes là un ministère du développement. Donc, nous prenons le développement et le développement passe par le ministère du développement rural. Pour que vous soyez développé, il faut passer par le ministère du développement rural. Et ici, il y a quand même des outils, il y a quand même des informations qui peuvent faire que quelqu'un puisse se développer. Parce que si vous n'avez pas cette information-là, c'est un peu difficile que vous puissiez vous développer. Pour avoir un développement harmonieux, il faut passer naturellement par nos services. Merci beaucoup. Ne zappez pas parce qu'on est toujours ensemble. À bientôt. Vous voulez savoir sur les activités développées par l'homme dans un milieu biologique et socio-économique donné? La main verte, une émission dédiée à l'agriculture, au climat et à l'environnement.